Nous allons dans ce chapitre que, à titre d'information, j'ai décomposé en deux parties, parce que c'est un chapitre qui aurait été trop long d'un point de vue de la vidéo. On suppose que la capacité d'attention ne doit pas dépasser 45 minutes, donc j'aurais fait un chapitre qui aurait dépassé 45 minutes. C'est la raison pour laquelle je l'ai décomposé en deux parties, donc vous verrez dans la liste des chapitres, vous aurez la cinétique chimique 1, puis vous aurez la cinétique chimique 2. Alors maintenant que cette remarque sur le découpage est faite, eh bien je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, donc vous dire que la cinétique chimique, c'est clairement l'introduction du facteur temps dans les réactions chimiques. En réalité, la cinétique chimique va nous intéresser doublement. D'un point de vue théorique d'abord, parce que la cinétique chimique va être un élément important pour établir le mécanisme d'une réaction, et puis, bien entendu, ça va être un élément important pour savoir si une réaction est rapide ou si une réaction est lente, et en particulier au niveau industriel, les réactions rapides sont globalement plus intéressantes que les réactions lentes parce qu'elles mobilisent moins longtemps les réacteurs chimiques dans lesquels on synthèse les produits que l'on veut fabriquer. Pour commencer, je vais donc définir la vitesse d'une réaction. Pour cela, je vais écrire une réaction. Vous voyez, alpha plus bêta B donne gamma C plus delta D. J'ai supposé que la réaction était totale, de manière à ne pas être perturbée par le fait que la réaction peut aussi se dérouler dans le sens inverse. Et donc, j'écris qu'à l'instant initial, eh bien, j'ai N0A, N0B, N0C et N0D, mol de décomposés A, B, C et D. Alors, bien entendu, N0C et N0D peuvent être nuls, puisqu'en fait, ce sont les réactifs qui réagissent. Donc, il peut y avoir du C et du D au début, mais ça n'est pas obligatoire. À un instant t quelconque, je vais donc avoir Na, Nb, Nc et Nd. Mais il y a une relation entre N0A, Na et le coefficient stoichiométrique alpha, avec N0b, Nb et le coefficient stoichiométrique bêta, et ainsi de suite. On va quand même faire une remarque immédiatement, c'est qu'à un instant t, lorsque la réaction s'est déroulée, Na et Nb sont plus petits que N0A et N0b, alors que Nc et Nd sont plus grands que N0c et N0d. Et pour illustrer ce phénomène, on va introduire l'avancement, la variable chimique que l'on note xi, vous voyez, et ce xi va être égal, alors commençons par regarder le premier terme entre les deux signes égales, N0A moins Na sur alpha, ça veut dire N0A moins Na, c'est la quantité de A qui a disparu, divisé par alpha, cela revient à dire que c'est le nombre de fois que la réaction s'est déroulée. En effet, si la réaction se déroule une fois, elle consomme alpha mol de A, et donc, pour connaître le nombre de fois que la réaction s'est déroulée, ce qui représente xi en réalité, eh bien, j'écris ceci. Mais bien entendu, l'avancement de la réaction est le même que je considère le composé A ou le composé B. Donc ici, eh bien, je vais dire que c'est la quantité de B qui a disparu divisée par bêta, N0B moins Nb sur bêta. Et en revanche, comme les composés C et D se sont formés, je vais mettre Nc moins N0C sur gamma, puisque la quantité de C formée, c'est Nc à l'instant t moins N0C, ce qu'il y avait au début, divisé par gamma. Même chose pour le D, mais ce coup-ci, je diviserai par delta, puisque delta est le coefficient stoichiométrique du composé D. Cela revient à dire que au t au même instant, en réalité, Na sera égal à N0A moins alpha xi, Nb sera égal à N0b moins bêta xi. En revanche, ça va être N0c plus gamma xi et N0d plus delta xi. Et donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est définir la vitesse de la réaction, V comme ceci, V égale dxi sur dt, et vous voyez donc que si j'écris dxi sur dt, dans l'expression
avec alpha et A, je vais avoir D de N0A qui sera égal à 0. Il va donc me rester moins 1 sur alpha D de NA sur dt. De la même manière, il me restera moins 1 sur bêta D de NB sur dt. Et puis pour C et D, eh bien j'aurai des valeurs positives, 1 sur gamma D de NC sur dt et 1 sur delta D de ND sur dt. Ce que je vous propose également, c'est de dire qu'on pourrait définir la vitesse par rapport à l'un des composés. Par exemple, d de NA sur dt ou d de ND sur dt. À partir de là, eh bien, je pourrais retrouver la valeur de la vitesse en divisant par le coefficient stoichiométrique et en affectant le signe plus ou le signe moins selon que c'est un composé qui réagit ou que c'est un composé qui se forme. Et donc, j'écris comme ceci, VI par rapport au composé I égale D de NI sur dt, comme ceci, le D de NI pouvant être positif ou négatif, comme on peut l'imaginer. Et cette valeur, pour un réactif, elle sera négative, et pour un produit, elle sera positive. Ce que je vous propose de retenir, c'est que la plupart du temps, les réactions chimiques se font dans un milieu homogène, que ce soit du gaz ou une réaction en solution, ou des mélanges de liquides. À ce moment-là, ce que l'on va pouvoir faire, c'est définir la vitesse spécifique, qui est aussi la vitesse par unité de volume. C'est-à-dire que lorsque j'ai la vitesse de la réaction, je la divise par le volume, et j'ai donc la vitesse spécifique, vous voyez, que j'ai noté Vs égale 1 sur V dxi sur dt. Comme les réacteurs ont en général une forme et donc un volume constant, je vais pouvoir introduire V dans le dxi. Donc je vais pouvoir écrire d de xi sur V sur dt au lieu d'écrire 1 sur V dxi sur dt. Et je vais poser donc x égale xi sur v, ce qui revient à dire qu'à ce moment-là, d de xi sur v sera égal à dx, et ce sera x étant alors l'avancement par unité de volume, comme je vous l'ai déjà indiqué. L'unité de la vitesse en système international, c'est la mole par seconde, et pour la vitesse spécifique, la mole par seconde et par unité de volume. Alors, en général, quand on a des gaz, on va utiliser l'unité de volume, le mètre cube, et pour les solutions, on aura plutôt le litre comme unité de volume. Ils viennent donc Vs égale dx sur dt, égale moins 1 sur alpha d de a sur dt, égale moins 1 sur bêta d de b sur dt, et égale 1 sur gamma dc sur dt, 1 sur delta dd sur dt. Vous voyez donc que dans tous les cas, la vitesse telle que je l'exprime est nécessairement positive, puisque lorsque la concentration diminue, eh bien je mets un signe moins devant, ce qui permet d de a sur dt va être négatif, avec le signe moins devant, ça deviendra positif. Ce que je voulais également vous préciser, c'est que la plupart du temps, on va utiliser Vs, mais que dans la plupart des formules, on l'écrira V, ce qui est un peu un abus de langage, mais qui est pratiqué en permanence, et ça va être pratiqué dans le cadre de cette présentation, donc je préfère vous en avertir. On va continuer maintenant avec un paragraphe sur la cinétique formelle. Ce que je vous dis, c'est que assez souvent, on peut exprimer la vitesse d'une réaction telle que celle que je vous ai déjà écrite sous la forme V égale K concentration en A à la puissance A que multiplie concentration en B à la puissance B, comme ceci, dans laquelle A et B sont les concentrations à l'instant considéré de A et de B, et puis on va avoir également K qui est une constante, qu'on appellera la constante de vitesse, et A et B sont des nombres qui peuvent être entiers ou qui peuvent être fractionnaires selon le mécanisme réactionnel qui sera mis en œuvre, et ce sont donc ce qu'on appelle les ordres partiels de la réaction par rapport à
aux composés A et B. Petit a, ordre partiel par rapport à A, petit b, ordre partiel par rapport à B. A plus B, c'est l'ordre global de la réaction. En fait, ici, je voulais vous faire remarquer d'abord que ce que je vous ai mis en conclusion de la diapo précédente se retrouve ici. Vous voyez, j'ai écrit V, mais c'est en fait V par unité de volume qui est effectivement indiqué. D'autre part, alors vous allez voir par la suite que A et B ne sont pas forcément égaux à alpha et bêta. Pour l'instant, vous vous dites qu'est-ce qu'il nous raconte avec son A et B qui pourraient être égaux à alpha et bêta. Quelle est la relation? Vous verrez par la suite que ça arrive malgré tout assez souvent quand même, et en particulier lorsqu'on a un acte élémentaire, mais je ne vais pas trop anticiper. Et donc, dernière chose, bien sûr, c'est que quand on ne peut pas mettre la loi de vitesse de la réaction sous la forme de l'expression 1, eh bien on dit que la réaction n'admet pas d'ordre. Et malheureusement, il y a beaucoup de réactions qui n'admettent pas d'ordre comme ceci. On va étudier quelques ordres simples. Pour cela, on va se situer dans l'hypothèse qui, je l'admets, est simplificatrice, où un seul réactif intervient dans la loi de vitesse. Ici, je vais vous dire que V égale K à la concentration en A à la puissance A, égale donc moins 1 sur alpha, d de A sur dt. Ce qui revient à dire que je peux réarranger cette expression de manière à regrouper la variable A d'un côté et la variable temps de l'autre côté, comme ceci, et cette relation va être déclinée avec trois valeurs simples de A. On va commencer par le cas où A égale 0. Cela revient à dire que concentration en A à la puissance 0, c'est 1. Et donc, je me retrouve avec moins D de A égale alpha K dt. Et donc, si on intègre cette relation, ça va nous faire que je vais intégrer A entre A0 et A, et je vais intégrer le temps entre 0 et t, bien entendu. Et donc, cette intégration est assez simple. Je vais donc avoir A0 moins A égale alpha kt. On a affaire ici à une réaction du premier ordre. Et si on porte sur un graphique l'évolution de A au cours du temps, eh bien, on va voir quelque chose qui est une droite décroissante. La pente, donc A, décroît linéairement, et la pente, c'est donc moins alpha K, alpha coefficient stoichiométrique, K constante de vitesse. Et la pente, donc je vous l'ai noté, la pente de cette droite, c'est alpha K, et très souvent, on définit le temps de demi-réaction. Ce temps, c'est l'intervalle de temps nécessaire pour consommer la moitié du réactif initial. C'est-à-dire qu'à T1,5, j'ai donc noté le temps de demi-réaction sous la forme T1,5, on a A égale A0 sur 2, ce qui revient à dire que si je reprends l'expression que l'on avait établie, A0 moins A égale alpha kt, eh bien à T1,5, je vais avoir A0 moins A0 sur 2, ce qui nous fait A0 sur 2, égale alpha k T1,5. C'est-à-dire, vous voyez que T1,5 va augmenter proportionnellement à A0. Si je mets deux fois plus de A au départ, eh bien j'aurai un T1,5 qui sera deux fois plus grand que dans la réaction initiale. Je vais ensuite passer au cas où A égale 1. Alors à ce moment-là, la relation A devient D de A sur A égale alpha kt, comme ceci. Donc en fait c'est moins D de A sur A égale alpha kt. Et donc si on l'intègre entre A0 et A, cette fois-ci j'ai bien corrigé, moins D de A sur A que j'intègre entre A0 et A, et j'intègre alpha k dt entre 0 et t, ça devient ln de A moins ln de A égale moins alpha kt plus ln de A0. Vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ln de A moins ln de A0, c'est l'intégrale, égale moins alpha kt, et j'ai fait passer le ln de A0 de l'autre côté du signe égal, comme ceci.
Ceci va nous donner graphiquement une courbe ln de A0 comme ordonnée à l'origine et une valeur décroissante pour ln de A, comme ceci, une décroissance linéaire, avec une pente moins alpha k, encore une fois, et donc, comme ceci, on peut également écrire que ln de A moins ln de A0, comme ceci, ou encore alpha kt égale ln de A0 moins ln de A. ln de A0 moins ln de A, vous savez que c'est ln de A0 sur A égale alpha kt. Pourquoi j'écris cette relation sous cette forme? Tout simplement pour voir que pour avoir le temps de demi-réaction, c'est quand A égale A0 sur 2. Donc vous voyez que A0 divisé par A0 sur 2, ça va nous faire A. C'est donc ln de 2 égale alpha k T1,5. Cette fois-ci, assez paradoxalement, on constate que le temps de demi-réaction, c'est-à-dire la durée nécessaire pour consommer la moitié du réactif A, ne dépend pas de la concentration initiale en réactif A. Comme ceci, donc T1,5 égale, et donc T1,5 indépendant de A0, c'est quand même un résultat un peu étonnant a priori. Enfin, je vais vous proposer un troisième cas relativement simple, c'est le cas où A égale 2. À ce moment-là, la relation va devenir moins D de A sur A au carré égale alpha K dt, que l'on va pouvoir intégrer encore une fois entre 0 et T, entre A0 et A pour A et 0 et T pour T, comme ceci, ce qui devient, vous savez que la fonction dont la dérivée c'est moins 1 sur x carré, c'est la fonction 1 sur x. Donc ici, vous voyez, je vais avoir la primitive, c'est 1 sur a pour la fonction qui apparaît dans la première intégrale, donc ça nous fait 1 sur a moins 1 sur a0 égale alpha kt. Là aussi, pour que alors, là, on va un peu modifier notre choix de représentation. On va représenter 1 sur a dans la représentation graphique. 1 sur a est le temps, comme ceci, et vous voyez que en fait j'ai 1 sur a0 comme ordonnée à l'origine, et cette fois j'ai une pente positive qui vaut également alpha k comme ceci. Et donc on peut indiquer, pour avoir t1,5, que 2 sur a0 moins 1 sur a0, c'est donc égal à 1 sur a0, ça nous fait alpha k t1,5, ou encore t1,5 égale 1 sur alpha k a0. Voilà ici un résultat extrêmement surprenant, c'est le fait que le temps de demi-réaction va diminuer quand la concentration initiale en réactif va augmenter. Pour passer de 4 à 2, il faudra moins de temps que pour passer de 2 à 1. Voilà un résultat qui est encore plus surprenant que le précédent, mais qui est avéré et vérifié d'un point de vue expérimental et tout juste d'un point de vue mathématique. Donc ce que je vous ai mis là, T1,5 diminue quand A0 augmente. On va maintenant s'intéresser à la détermination expérimentale d'un ordre, et donc ce que je vous propose, c'est d'imaginer que deux réactifs interviennent dans la loi de vitesse. Vous voyez, je vous ai mis V égale K, concentration en A à la puissance A, que multiplie concentration en B à la puissance B. En fait, expérimentalement, on ne sait pas déterminer A et B en même temps. Donc, ce que l'on va faire, c'est faire une dégénérescence de l'ordre de la réaction. C'est-à-dire qu'on va réaliser deux séries d'expériences. Une pour laquelle A0 très supérieur à B0, ce qui revient à dire que B0 va diminuer de façon significative, mais que A0, la concentration en A, sera en permanence égale à A0. Et donc ainsi, on va dire que B varie de façon significative et que pour A, la concentration en A, du début à la fin, est pratiquement toujours égale à A0, ce qui revient à dire que je vais écrire
si j'écris, je vais pouvoir écrire V égale K apparent B à la puissance B en posant K apparent égale la constante de vitesse que l'on a définie précédemment, que multiplie A0 à la puissance A. C'est donc pas une constante, mais c'est quelque chose qui se comporte exactement comme une, pratiquement comme une constante. Et donc, bien entendu, on va faire le même phénomène en mettant B0 en très grand excès. Si on met B0 en très grand excès, on pourra considérer que B est pratiquement constant et égal à B0 tout le long de la réaction. On aura une loi de vitesse V égale K' apparent A à la concentration en A à la puissance A, avec un K' apparent égal K B0 à la puissance B. Et donc, pour ensuite déterminer petit a et petit b, on va faire deux séries de mesures avec les techniques que je vais vous décrire maintenant. Alors, méthode intégrale de détermination de l'ordre. Cette méthode n'est applicable que dans le cas où on a un seul réactif X qui intervient. Ça, on sait faire en levant l'ordre, en faisant disparaître artificiellement l'un des deux réactifs qui interviennent dans la loi de vitesse. Mais l'autre contrainte est plus forte, il faut que l'ordre soit simple. Alors, ordre simple, ça veut dire ordre de 0, 1 ou 2. Donc, si la réaction est d'ordre 0 par rapport au réactif X, eh bien, si en portant concentration à X égale F de T, on a une droite, alors la réaction est d'ordre 0. Pour la réaction d'ordre 1, c'est en portant ln de X en fonction du temps que l'on obtiendra une droite. Et bien entendu, vous avez compris, vous êtes capable d'anticiper que pour les réactions d'ordre 2, on devra obtenir une droite si on porte 1 sur X en fonction du temps. Bien entendu, on a une autre possibilité, c'est que la technique dont on dispose permette de déterminer les valeurs de T1,5. Alors à ce moment-là, on pourra rapporter l'évolution de cette valeur à la valeur de x0. Je vous rappelle que si T1,5 augmente proportionnellement à x0, on a un ordre 0. Si T1,5 est indépendant de x0, alors on a un ordre 1. Et si T1,5 diminue proportionnellement à l'augmentation de x0, on a un ordre 2. Vous voyez que là, le numéro de la diapositive nous perturbe un petit peu la chose. Dans l'angle en bas à droite, c'est x0. Et puis, il y a le fait que c'est la diapositive numéro 10 qui vient un peu modifier, déranger tout ça. On va maintenant étudier la méthode différentielle de détermination de l'ordre. Pour utiliser cette méthode, il faut avoir un seul réactif dans la loi de vitesse, mais en revanche, l'intérêt de cette méthode, c'est que l'ordre peut être quelconque. Il n'est pas nécessairement de 0, 1 ou 2. On va pouvoir déterminer un ordre de 3,5, un ordre de 4, sans problème. Donc pour cela, on commence par tracer x égale f de t. Si l'ordre n'est pas 0, évidemment, on n'a pas une droite. Voilà, donc la concentration à x va diminuer. J'ai donné une forme quelconque à la courbe de diminution de x en fonction du temps. Et par la méthode des tangentes, on va déterminer la vitesse de réaction pour quelques valeurs de x. Vous voyez, pour la valeur x1, je trace la tangente à la courbe et je détermine la vitesse de la réaction pour la concentration x1. Pour la valeur x2, je trace la tangente à la courbe au point x2 et la pente de cette tangente me donne la vitesse de la réaction au point x2. À partir de là, donc, je vais pouvoir tracer un tableau qui me donne la vitesse en fonction de la concentration. Donc, avec cette méthode-là, j'ai V égale F de X pour plusieurs valeurs. Et maintenant, si je reprends la loi de vitesse que je vous avais mentionnée auparavant, V égale K apparent.
concentration en X à la puissance X. Vous voyez, j'ai supposé que j'avais fait une dégénérescence de l'ordre et que donc dans le cas apparent, il va y avoir des concentrations en autres composés A, B ou autres. Eh bien, si je passe de la relation que je viens de vous écrire à la relation avec les logs, vous voyez que ln de V va être égal à ln de K apparent que multiplie concentration en X à la puissance X. Si je développe cette deuxième partie, ça va me faire ln de K apparent plus X, ln de concentration en X. Et ainsi, si je porte ln de V en fonction de ln de X, je vais obtenir une droite dont vous me dites que l'ordonnée à l'origine c'est ln de K apparent et que la pente c'est X. Comme ceci, eh bien, ceci nous permet effectivement de tracer la courbe qui donne ln de V en fonction de ln de X. ln de V est en ordonnée et ln de X est en abscisse. Vous voyez, alors une chose quand même, c'est que les vitesses sont le plus souvent faibles. C'est-à-dire que le ln de V va globalement être la plupart du temps négatif. Et que donc, de la même manière, pour les concentrations supérieures à 1 mol par litre ne sont pas les plus courantes, ce qui revient à dire que le ln de X, si X est inférieur à 1, eh bien, ça va être négatif. Donc, a priori, on ne peut pas aller calculer, aller mesurer expérimentalement ln de V lorsque ln de X égale 0, parce que ces deux valeurs ne sont la plupart du temps pas accessibles. Le ln de X égale 0 n'est en général pas accessible. Et donc, pour avoir la valeur ln de V, que l'on lit sur l'axe des coordonnées, eh bien, je dois faire une extrapolation. Alors, extrapoler une droite, c'est relativement simple. N'importe quelle règle est capable, je parle du double décimètre, de la règle en plastique ou en métal, eh bien, ou en bois, n'importe quelle règle est capable de faire l'extrapolation d'une droite. Et donc, vous voyez les pointillés que j'ai mis ont été tracés grâce à une règle. Et donc, je vais extrapoler la valeur de ln de V pour ln de X égale 0. En revanche, la pente, elle vaut X et je peux la déterminer dans tous les cas de figure, puisque déterminer la pente d'une droite, c'est quelque chose qu'on sait faire assez facilement. Voilà. Et donc, cette méthode est un peu imprécise, c'est certain, mais elle donne quand même un ordre de grandeur pour l'ordre de la réaction. Si vous avez en tête un mécanisme dans lequel vous devriez avoir un ordre de 2 et que cette détermination expérimentale de l'ordre vous dit que c'est 1,5, eh bien ça veut dire que votre mécanisme n'est pas bon. Voilà donc pourquoi cette méthode, même si elle n'est pas très précise, elle est intéressante pour l'ordre de grandeur de X. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est que lorsqu'on connaît X, c'est-à-dire l'ordre de la réaction par rapport au réactif X, eh bien, on pourra utiliser cette valeur pour déterminer le mécanisme de cette réaction. On va également voir la méthode des vitesses initiales. La méthode des vitesses initiales, cette fois, ne suppose pas de dégénérescence de l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de travailler avec un grand excès de A, puis avec un grand excès de B, mais en revanche, donc ça veut dire qu'elle permet de traiter tous les réactifs en même temps, mais en revanche, limitation significative, c'est que il faut, pour pouvoir utiliser cette méthode, être capable de mesurer la vitesse initiale, c'est-à-dire à la vitesse au début de la réaction. Par exemple, si on a une loi de vitesse qui est de ce type, V égale K A0 à la puissance A à la puissance A, que multiplie B à la puissance B, eh bien, en début de réaction, forcément, je vais mettre un indice 0 à tout, sauf à la constante qui, elle, ne bouge pas. Je vais avoir V0 égale K, concentration en A0 à la puissance A, concentration en B initiale à la puissance
puissance B. Et à partir de là, eh bien, j'imagine que j'ai réalisé 4 essais. Vous voyez, dans le premier, j'ai mis A0 et B0. L'essai initial, donc A0 et B0. Dans le deuxième essai, j'ai mis A0 et X B0. Dans le troisième essai, j'ai mis X A0 et X' B0. Et j'obtiens une vitesse initiale que je nomme V03, et ainsi de suite. Et maintenant, eh bien, je vais faire V02 moins sur V01, pardon, V02 sur V01, c'est K A0 à la puissance A, X à la puissance B, B0 à la puissance B, sur K A0 à la puissance A, B0 à la puissance B, ce qui, vous voyez, se simplifie en XB. Donc la connaissance de V02 et de V01 me permet de déterminer X à la puissance B. Comme je connais X, je n'ai donc aucun mal à déterminer B. De la même manière, si je fais V04 sur V01, vous voyez que tout calcul fait, je serai rendu à X' à la puissance A. X', c'est moi qui l'ai fixé, donc je le connais. Et donc, j'ai mesuré V04 et V01, je connais donc leur valeur. Je connais X' puisque je l'ai fixé, donc je peux facilement déterminer la valeur de A. Et donc, bien entendu, l'utilisation des divers résultats du tableau va être possible si on connaît X et X'. Mais comme c'est nous qui mettons en place les solutions, les mélanges réactionnels, bien entendu, on connaît sans problème X et X'. C'est le choix qu'on a fait.